Alors, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gargantua de Rabelais. Et cette vidéo portera sur l'éducation de Gargantua par Ponocrates dans les chapitres 23 et 24. Alors simplement 2 chapitres pour cette vidéo parce que ce sont des chapitres très importants sur lesquels il faut s'attarder. Le parcours en série technologique, c'est la bonne éducation. Donc là, on est vraiment sur les chapitres quasiment les plus importants de l'œuvre pour ce parcours. Tandis que pour les séries générales, Rire et Savoir, eh bien là, on va être en plein dans la façon d'appréhender le savoir. Donc encore une fois, ce sont 2 chapitres très importants. Donc 23 et 24. 23, les matières étudiées par beau temps, pour faire simple. 24, les études par temps de pluie. Alors, le chapitre 23 va constituer une sorte d'emploi du temps de Gargantua. Le titre, Comment Gargantua fut éduqué par Ponocrates, en telle discipline qu'il ne perdait aucune heure du jour. La première étape que choisit Ponocrates, c'est d'effacer les erreurs des sophistes. On avait vu qu'après l'histoire des cloches de Notre-Dame, Gargantua avait voulu étudier tout de suite sous la férule de Ponocrates et suivant sa méthode, mais qu'en réalité, le précepteur avait voulu d'abord qu'il poursuive son éducation habituelle pour se rendre compte des raisons pour lesquelles il était si sot à son âge. Et ainsi, une fois qu'il s'est rendu compte du peu d'efficacité de l'éducation sophiste, la première étape, c'est d'effacer les erreurs. Donc, il s'agit, avant de commencer son travail, de demander à un médecin. Il supplia un savant médecin de ce temps nommé Théodore de voir s'il était possible de remettre Gargantua dans une meilleure voie. Il le purgea, selon les règles, avec de l'élébore d'anticire, et par ce médicament lui nettoya toute l'altération et la perverse disposition du cerveau. Donc Ponocrates fait prendre un médicament à Gargantua pour faire un reset, tout simplement, pour effacer toutes les mauvaises choses qu'il a dans le cerveau. Ponocrates lui fit oublier tout ce qu'il avait appris sous ses antiques précepteurs, comme Timothée le faisait à ses élèves qui avaient été instruits sous d'autres musiciens. Donc référence à Timothée de Milet, qui était un grand musicien de la Grèce antique, qui avait, selon la légende, ajouté 4 cordes à la lyre pour produire de nouvelles harmonies et qui enseignait ainsi à ses élèves. La deuxième étape, c'est le début de l'apprentissage. Il s'agit de cultiver l'esprit. J'ai rajouté, vous voyez, dans la marge du livre, les différentes disciplines enseignées par Ponocrates à Gargantua. Et en voyant juste les petites annotations en bleu, on s'aperçoit que déjà cette éducation est extrêmement complète. Il commence ainsi, pour mieux réussir, il l'introduisait dans les compagnies des gens savants du pays, à l'émulation desquels lui grandissait l'esprit et le désir d'étudier autrement et de se faire valoir. Donc d'abord, il faut travailler sur l'émulation, c'est-à-dire donner envie d'apprendre et de se dépasser. C'est ça l'émulation. Quand on parle d'émulation dans une classe, ça veut dire que les élèves ont envie d'être meilleurs, non pas par compétition ou mauvaise rivalité, mais juste par envie d'en apprendre davantage. Il le mit à tel train d'études qu'il ne perdait aucune heure du jour, donc l'apprentissage se fait bien toute la journée et possède une efficacité remarquable. Gargantua s'éveillait donc vers 4 heures du matin. Ça change des 8-9 heures de l'éducation sophiste. Pendant qu'on le frottait, on lui lisait quelques pages de l'écriture sainte à voix haute et clairement, avec la prononciation qui convenait. Et celui qui fait la lecture à voix haute, c'est un serviteur nommé Anagnoste. Dans l'Antiquité, je vous ai mis une petite note, Anagnostus, c'était l'esclave assurant la lecture auprès des riches romains aux heures de repas. Lors des banquets, il y avait un esclave qui faisait la lecture à voix haute. Et on commence l'étude par l'étude de la Bible. On lit la Bible, ce qui montre bien l'évangélisme de Rabelais, qui souhaite non pas la réforme comme Luther ou Calvin, mais plutôt un retour de l'Église catholique au texte de l'Évangile et à une lecture sans commentaire, contrairement à ce que prônait l'éducation sophiste. On avait vu que Tubal Holoferne lisait un certain nombre de commentaires de la Bible. Donc ici, il s'agit de reprendre le texte lui-même, et de travailler dessus. Selon le propos et le sujet de cette leçon, souvent il s'adonnait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu, dont la lecture montrait la majesté et le jugement merveilleux. Donc il s'agit bien finalement de voir l'intérêt de la religion par la lecture de la Bible. C'est en cela qu'on peut dire que Rabelais prône l'évangélisme. En revenant, alors ils allaient au privé vider les résidus naturels, donc c'est le moment du popo du matin. Et là, son précepteur répétait ce qui avait été lu, lui expliquant les points les plus obscurs et les plus difficiles,
Donc même pendant qu'il est aux toilettes, Ponocrates utilise ce temps pour faire un point sur ce qu'ils avaient vu. Ensuite, un petit moment d'astronomie. Ils observaient l'état du ciel. Ils se sont levés à 4 heures du matin, donc il fait toujours nuit. On peut travailler sur l'astronomie. Ce fait, c'est-à-dire ceci fait, Gargantua était habillé, peigné, frisé, arrangé et parfumé. Et pendant ce temps, on lui répétait les leçons du jour précédent. Donc on profite du moment de l'habillage pour, encore une fois, travailler. Lui-même les disait par cœur, chose importante dans l'éducation, il faut apprendre par cœur et appliquer ensuite quelques cas pratiques. Donc il y a bien cette idée de théorie et pratique, on apprend et on applique ce qu'on a appris. Il faisait cela pendant 2 ou 3 heures. Ensuite, pendant 3 bonnes heures, on faisait la lecture. Alors on peut supposer que c'est soit la lecture de la Bible, soit des textes anciens. En tout cas, ça va être le moment littérature. Ce fait, il sortait toujours discutant du sujet de la lecture, puis se déplaçait au jeu de paume ou dans les prés, jouer à la balle, etc. Donc là, c'est le moment de PS, mais en y allant, on reprend les éléments vus, donc on ne perd pas du tout le temps du déplacement. Tout leur jeu était libre, ils s'arrêtaient ordinairement lorsqu'ils suaient ou étaient fatigués. Ensuite, on se change et en se promenant, on récite aussi clairement et éloquemment quelques sentences retenues de la leçon. Donc toujours pareil, après l'activité physique, on se change et on va voir si le repas est prêt. Mais on en profite pour réciter les leçons. Au commencement du repas, on leur lisait quelque histoire plaisante des anciens aux faits. Donc c'est le moment de l'étude de l'histoire. Si bon lui semblait, on continuait la lecture, donc on peut continuer la leçon d'histoire, ou bien on devise joyeusement des vertus, propriétés, effets et nature de tout ce qui était servi à table, donc des sciences naturelles, mais appliquées à la nourriture, donc c'est toujours cet aspect théorie et pratique. En faisant cela, il a pris en peu de temps tous les passages qui touchent ce sujet chez Pline, Athénée, Dioscoride, etc., donc référence à tous ces auteurs anciens qui ont traité des sciences naturelles, donc qui montrent bien l'humanisme de cette éducation. Et pour être sûr des connaissances que l'on apporte, on fait apporter les livres à table pour continuer d'étudier pendant le repas. À tel point que Gargantua est si savant en histoire, en sciences naturelles, qu'aucun médecin d'alors ne savait la moitié de ce qu'il savait. Après, ils discutaient des leçons lues le matin, donc on fait encore un récap. Le dessert, un petit dessert à base de confiture de coin. On se nettoie les dents, on se lave les mains et les yeux de belle eau fraîche. Ça, c'est l'importance de l'hygiène aussi dans l'éducation de Ponocrates. On voit qu'il s'est changé après l'éducation physique. Contrairement à l'éducation des sophistes, qui disait qu'il fallait pas trop se laver parce qu'il n'y en avait pas besoin. Donc là, hygiène de Ponocrates, qui n'est pas sans rappeler que Rabelais a été médecin. Donc l'importance de l'hygiène se développe aussi à partir de cela. On rend grâce à Dieu par quelques beaux cantiques faits à la louange de la générosité et bonté divine. Donc c'est le moment de religion sur la Bible. Et enfin, on passe à l'étude des mathématiques à travers les cartes. On apportait des cartes non pour jouer, mais pour y apprendre 1000 petites gentillesses et inventions nouvelles qui toutes venaient de l'arithmétique. Donc là, il ne s'agit pas de jouer pour faire la série de jeux comme au chapitre 22, qui étend tous les jeux de Gargantua. Non, c'est de mettre à profit les cartes pour étudier le calcul et les probabilités certainement. De cette manière, il prit de l'intérêt à cette science des nombres, donc grâce à cette approche ludique des mathématiques, il s'y intéresse, si bien qu'il suit d'elle la théorique et la pratique, si bien que l'anglais Tunstall, qui en avait amplement écrit, confessa qu'en comparaison de lui, il n'y comprenait que du baragouin. Donc la science mathématique de Gargantua est telle qu'elle est plus importante que quelqu'un qui écrit des traités de mathématiques. Et non seulement de celle-là, mais des autres sciences mathématiques, donc tout ce qui dérive des maths, la géométrie, l'astronomie, la musique. La musique, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais les anciens considéraient que musique et mathématiques étaient la même chose. C'est d'ailleurs Pythagore, l'auteur du théorème, qui invente la notion de gamme. En attendant la digestion de sa nourriture, il faisait 1000 joyeux instruments et formes géométriques, et de même pratiquait les tables d'astronomie.
Il se distrayait à chanter la musique, donc c'est le moment des sciences dures, si l'on peut dire. Donc le moment de musique passe aussi par le chant, mais aussi la pratique d'un instrument. Il a appris à jouer du luth, de l'épinette, de la harpe, de la flûte allemande, de la viole, de la sac-butte, donc tous ces instruments de la Renaissance. Puis se remettait à son étude principale, après la digestion, tant à répéter la lecture du matin qu'à poursuivre le livre entrepris, donc toujours reprise de la littérature, et aussi étude de la calligraphie, donc de l'écriture, pour bien dessiner et former les lettres antiques et romaines. Il y avait une véritable science de la calligraphie. Et on va passer ensuite à la troisième étape de l'éducation de Gargantua, qui est l'entraînement militaire. Donc l'écuyer gymnaste qui leur montrait l'art de la chevalerie. Alors, il se change, monte sur un coursier, etc. Et là, on ne pouvait pas dire qu'il rompe la lance, car c'est la plus grande absurdité du monde de dire « j'ai rompu 10 lances en tournoi ou en bataille », un charpentier le ferait bien. Mais c'est une gloire digne d'éloge d'avoir abattu d'une lance 10 de ses ennemis. Donc là, c'est un mouvement un peu plus raisonné. Au lieu de casser sa lance, on casse ses ennemis, ce qui est beaucoup plus malin et plus économique aussi. Donc pratique de l'art de la chevalerie, aussi l'art de la voltige et du dressage. Pour ce qui était du pas de parade et de faire les petites acrobaties sur un cheval, nul ne le fit mieux que lui. Le voltigeur de Ferrare n'était qu'un singe en comparaison, donc encore une fois, excellence de Gargantua dans ce domaine, de la voltige et du dressage. Il va passer aussi par l'étude du combat, il s'exerçait à la hache, brandissait l'épée à 2 mains, maniait la pique, l'épée bâtarde, etc. Tous les types d'armes sont maniés pour le combat. Il va ensuite poursuivre ses exercices physiques avec la chasse et les jeux de ballon. Il courait le cerf, le chevreuil, l'ours, le daim, etc. Il jouait au ballon. Petite séance d'athlétisme. Il luttait, courait, sautait, non d'un saut de 3 pas comme à cloche-pied, ni au saut d'allemand. Mais d'un saut, il perçait un fossé, volait au-dessus d'une haie, montait les 6 pas d'une muraille, etc. Donc, c'est le moment un peu d'athlétisme. Suit, pour compléter tout cet apprentissage physique, la natation. Il nageait en eau profonde, puis d'une main entrait d'une force dans un bateau. Donc on utilise la natation dans l'art militaire pour prendre en main les navires. Aussi la plongée aux abîmes et aux gouffres. Sortant de l'eau, il montait encore tout droit à la montagne et dévalait aussi librement la partie randonnée et escalade, si l'on peut dire. Il travaille aussi sur le tir avec des armes multiples. Il lançait le javelot, la barre, la pierre, la javeline, l'épieu, la hallebarde, tendait l'arc, bandait à force de reins les fortes arbalètes pour les sièges. Donc tout ça, ce sont les armes, on va dire, de jet qu'il travaille. Aussi, travaille sur la montée à la corde. On lui attachait un câble depuis le haut d'une tour. Et lui, il montait avec les 2 mains, puis dévalait si rapidement et avec une telle sûreté que vous ne feriez pas mieux dans un pré bien plat. Donc il monte à la corde et il descend. Aussi un peu de saut, travail sur les bras. On lui mettait une grosse perche appuyée sur 2 arbres à laquelle il se pendait. Ce serait le travail, je perds le mot, de traction éventuellement. Pour s'exercer le thorax et les poumons, il criait comme tous les diables. Stentor n'eut jamais telle voix pendant la guerre de Troie, toujours référence mythologique à l'Antiquité pour montrer l'humanisme de cette éducation. Un petit peu de musculation. Pour fortifier les nerfs, on lui avait fait 2 gros saumons de plomb de chacun 8700 quintaux qu'il appelait ses haltères. Et il a encore en cela une force inimitable. Il jouait au bar avec les plus forts, donc un jeu de balle aux prisonniers, si l'on peut dire. Donc ce qui va travailler sa stratégie militaire. Et cette éducation en plein air aussi se poursuit avec la botanique et l'herboristerie. Il visitait les arbres et les plantes, les rapprochait des livres des anciens botanistes. Encore une fois, le savoir vient de l'Antiquité, Dioscoride, Marinus, Pline, Nicandre, qui sont des auteurs et Galien, le fameux médecin dont on a déjà parlé, des auteurs de sciences naturelles. Il en emportait au logis et avec son jeune page nommé Rhizotome, avec des instruments nécessaires pour bien herboriser. Donc l'herboristerie aussi qui fait partie de l'éducation pratique et presque militaire
tout simplement parce qu'on peut être amené à soigner les soldats avec des plantes. Arrivé au logis et pendant qu'on préparait le souper, il répétait quelques passages de ce qui avait été lu et passait à table. Notez ici que son dîner était sobre et frugal, car il y mangeait seulement pour réfréner les abois de l'estomac, mais le souper était large et copieux. Donc une fois tout cela terminé, on parvient au repas du soir, mais contrairement à l'éducation des sophistes, le repas ne fait que combler la faim, il ne s'agit pas de se gaver. Donc repas sobre et frugal, mais le souper était large et copieux, parce qu'on est quand même sur le souper d'un géant. Ce qui est le vrai régime prescrit par l'art de bonne et sûre médecine. Donc encore une fois, le médecin Rabelais s'attaque ici aux charlatans. Durant ce repas, on continuait la leçon du dîner. Toujours pareil, on profite de chaque moment pour apprendre. Le reste du temps était utilisé en propos tous cultivés et utiles. Après avoir rendu les grâces, on s'adonnait à chanter musicalement, à jouer d'instruments harmonieux, donc on pratique la musique, ou les cartes. Et là, encore une fois, au lieu de visiter les prostituées comme il le faisait dans l'éducation sophiste, parfois il allait visiter les compagnies des gens lettrés ou des gens qui avaient vu les pays étrangers. Donc on ne visite pas les prostituées, mais cette fois des gens qui ont quelque chose à lui apprendre. Donc ces gens lettrés pour cultiver l'émulation. En pleine nuit, puisque la journée se termine, il fait de nouveau nuit. Nouvelle leçon d'astronomie. Il note les comètes, les figures, situations, etc. Enfin, avec son précepteur récapitulatif de ce qui a été appris dans la journée, à la mode des pythagoriciens, et enfin une prière et au lit. Donc on voit que cette journée définie dans le chapitre 23, qui en fait fait une sorte d'emploi du temps idéal de Gargantua, est tout à fait remarquable dans la qualité des propos et dans la multitude des apprentissages. Le chapitre 24 porte toujours sur l'apprentissage de Gargantua, mais avec cette distinction de l'apprentissage pendant qu'il fait mauvais. Puisqu'on a remarqué que dans l'apprentissage du chapitre 23, l'après-midi était consacré aux exercices physiques. S'il pleut, on ne peut pas. Donc c'est le propos du chapitre 24 qui va être beaucoup plus court. S'il arrivait que l'air fût pluvieux ou de mauvaise température, tout le temps d'avant-dîner était employé comme de coutume. C'est pas grave, c'est l'étude, on va dire, livresque. Donc là, ça ne change pas. Excepté qu'il faisait allumer un beau feu clair pour corriger le déséquilibre de l'air, c'est-à-dire qu'on fait un feu pour enlever l'humidité. Au lieu des exercices physiques, après dîner, donc l'après-midi, on a botteler du foin, fendre et scier du bois, battre des gerbes dans la grange, donc exercices de la campagne qui peuvent aider les habitants du château et qui permettent de s'exercer quand même physiquement. Puis ils étudiaient l'art de peinture et de sculpture, un petit peu d'histoire de l'art, ou remettaient en usage l'ancien jeu des osselets. En y jouant, ils collectaient les passages des auteurs anciens auxquels il était fait mention de ce jeu ou posaient quelques métaphores à partir de lui. On profite du jeu d'osselets pour étudier les littératures latines et grecques qui les évoquent, puisque le jeu est très très ancien. Et ensuite, on va avoir une visite chez les artisans pour bien montrer que le savoir manuel est aussi un savoir qu'il faut étudier. Donc on a une visite sur tous les artisans du coin. Le forgeron, il allait aussi voir comment on étirait les métaux ou comment on fondait l'artillerie. Ou ils allaient voir les lapidaires, orfèvres, tailleurs de pierreries. Alors les lapidaires, ce sont les tailleurs de pierre. Hein. Lapis, c'est la pierre en latin. Ou les alchimistes et fabricants de monnaie. Alors les alchimistes, c'est la grande science de la Renaissance qui fait rêver un petit peu les savants. Cela consiste en fait, l'alchimie, à rechercher les secrets de la nature pour, par exemple, avec la pierre philosophale, une sorte de, si je résume grossièrement, une pierre magique qui permettrait de transformer le plomb en or et donc de devenir immensément riche. Et avec la pierre philosophale, on peut aussi atteindre le secret de la vie éternelle. On va voir aussi les tisseurs de haute lisse, donc de tapisserie,
Les tisserands, les fabricants de velours, les horlogers, miroitiers, imprimeurs, facteurs d'orgue, teinturiers ou telle sorte de travailleurs. Et partout, ils apprenaient, considéraient le travail et l'invention des métiers. Donc, véritablement mise à l'honneur de l'artisanat pour apprendre de ces artisans. Ensuite, étude de la rhétorique pratique. Ils allaient écouter les leçons publiques, les actes solennels, les répétitions, les déclamations, les plaidoyers des nobles avocats, les prédications des prêcheurs évangéliques. Donc là, il s'agit de la rhétorique dans ce qu'elle a de plus... dans un usage quotidien, on va dire. Au lieu d'herboriser, bah oui, parce que dehors il fait mauvais, ils visitaient les boutiques des pharmaciens, herboristes et apothicaires, donc tous ceux qui travaillent sur la transformation véritablement des plantes, et examiner soigneusement les fruits, racines, feuilles, et aussi comment on les transformait. Donc il ne s'agit plus de ramasser, mais là on étudie la transformation, ça fait un complément à ce qu'on étudie quand il fait beau. Il allait voir les battleurs, escamoteurs, vendeurs de remèdes miracles, c'est-à-dire les charlatans, et il examinait leurs gestes, leurs ruses, leurs cabrioles et leurs beaux parlers. Spécialement ceux qui viennent de Chauny en Picardie, car ils sont par nature grands jaseurs et beaux débiteurs de balivernes en matière de singe-vert. Alors, il s'agit en fait d'étudier la rhétorique et leur façon de l'utiliser pour embobiner les foules. Donc, étudier leur art de convaincre et persuader pour retirer des leçons et ne pas se faire avoir. À leur retour pour le souper, donc on arrive de nouveau au soir, ils mangeaient plus sobrement que les autres jours et avec des nourritures plus desséchantes et exténuantes afin que le déséquilibre de l'air humide qui se communique forcément au corps par voisinage soit corrigé par ce moyen. Donc, puisque l'air était humide, on mange des choses qui absorbent l'excès d'humidité et on mange plus sobrement parce qu'on n'a pas fait d'exercice physique comme d'habitude. Ainsi fut éduqué Gargantua, il continuait ce mystère de jour en jour, ce système de jour en jour, profitant, comme vous savez, que peut le faire un jeune homme de bon sens selon son âge dans un tel exercice ainsi continué. Donc, différence avec l'éducation sophiste, c'est que cette fois, l'éducation profite à Gargantua qui apprend des choses. Et système qui, au commencement, semblait difficile, bah oui, parce que, évidemment, ça a pu être dur de passer de l'un à l'autre, mais dont la continuation fut pourtant douce, légère et délectable, ce qui montre bien le plaisir de l'apprentissage, si bien qu'il ressemblait plus à un passe-temps de roi qu'aux études d'un écolier, c'est-à-dire que là, l'apprentissage est tellement agréable que ça devient un plaisir et un passe-temps, plutôt qu'une corvée d'écolier. Cependant, Ponocrates, qui est un maître agréable pour son disciple, pour le reposer de cette forte tension d'esprit, lui offre un jour par mois, une journée de récréation. Ils sortaient le matin de la ville, ils allaient à Gentilly, donc ils vont à la campagne. Et là, ils passaient toute la journée à faire la meilleure chère dont pouvait s'aviser, raillant, plaisantant, buvant à qui mieux, jouant, chantant, dansant, allant dénicher des cailles, pêcher des grenouilles et des écrevisses. Donc c'est vraiment la journée de récréation. Encore que la journée soit passée sans livre, elle n'était pourtant pas passée sans profit. On voit que même dans cette journée de repos et de récréation, il récite par cœur quelques plaisants vers des Géorgiques de Virgile, d'Hésiode, du Rusticus de Polyquien. Alors, ce sont des œuvres de circonstance, puisque les Géorgiques de Virgile est une œuvre qui porte sur la vie à la campagne. Il y a un livre réservé aux travaux des champs, un autre réservé à l'élevage, un autre aux vendanges et un autre au travail de la terre. Hésiode, il s'agit vraisemblablement des travaux et des jours, dans la même optique que les Géorgiques de Virgile, qui renvoient aux travaux de la terre aussi. Le Rusticus de Polyquien, et bien là, rusticus en latin, ça définit ce qui est à la campagne. Et en plus d'évoquer ces œuvres de circonstance, on compose des petites épigrammes, des ballades et des rondeaux en français et en latin, donc on travaille aussi la littérature. En banquetant de vin coupé d'eau, il séparait l'eau, comme l'enseigne Caton dans la vie rustique, et Pline avec un gobelet en lierre. Il lavait le vin dans un beau bassin, donc on fait encore des expériences à partir des connaissances des anciens. Donc finalement, même ce jour de récréation est
utilisés pour mettre à profit dans l'éducation de Gargantua. Donc si on fait la synthèse de ces deux chapitres, on a la mise en place d'une éducation humaniste qui allie le développement du corps et de l'esprit, la théorie et la pratique, c'est ce qu'on a vraiment vu au fur et à mesure. Systématiquement, les compétences théoriques sont alliées à des savoirs pratiques. Tous les savoirs sont étudiés, des mathématiques à la littérature, à l'étude de la Bible, de l'astronomie. Tous les domaines du savoir sont traités en utilisant très souvent les auteurs antiques et les livres anciens. L'étude de la Bible est aussi importante, donc il ne s'agit pas de rejeter l'éducation religieuse, mais elle est travaillée à partir de la lecture du texte, ce qui est une forme de promotion de l'évangélisme, qui était un courant religieux qui prônait un retour à la lecture du texte de la Bible, sans passer forcément par un intermédiaire catholique. L'évangélisme est un courant du catholicisme, ça n'est pas du tout la réforme. Donc on voit ici l'attrait pour l'évangélisme de la part de Rabelais. Donc voilà pour ces chapitres 23 et 24.